IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une éveilleuse de conscience ce soir, enseignante, conférencière, alchimiste et artiste vibratoire. Il s'agit de Cathy Taulois qui est douée de capacités extrasensorielles et qui est multidimensionnelle. Depuis son enfance, elle est aujourd'hui thérapeute en reprogrammation cellulaire et accompagne des groupes et des personnes dans leur processus de changement. Le thème de l'émission Code de lumière venu d'ailleurs, avec quelqu'un qui est venu d'ailleurs, mais qui est chez nous ce soir, dans les studios qu'on accueille bien volontiers, Cathy Taulois. Bonsoir. Bonsoir Joël. Vous arrivez de loin ? De Marseille. Ah, je croyais que vous veniez de Vénus ou d'une autre planète. Marseille, c'est déjà pas mal. Ça fait loin pour Paris, mais disons que là, effectivement, on va dire que pour cette terre-là, je viens de Marseille. D'accord. Alors, il vous est arrivé quelque chose à 10 ans déjà, je crois que vous avez fait une NDE. Oui, j'ai vécu un événement un peu, à l'âge que j'avais, un peu difficile et qui a conditionné, je pense, ce que je suis aujourd'hui, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire comment ça s'est passé ? Alors, tout simplement, j'ai vécu une agression, j'ai été laissée pour morte, étranglée. Tout simplement, tentative de meurtre à l'âge de 10 ans. Et à la suite de ça, en fait, je suis sortie de mon corps, de cette expérience, et je suis remontée à la source, en fait. Et j'ai vécu l'expérience au démarrage sans conscience, mais ça m'a laissé, en fait, dans un processus hors corps qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de voir, de repérer les gens qui sont dans ces états hors corps et qui ont du mal à s'incarner dans la matière et aussi qui ont fait des NDE. C'est quelque chose que je repère très vite en fait chez les personnes. C'est bizarre parce que la strangulation en général ça coupe l'énergie du cerveau et on part plutôt dans le noir que dans la lumière. Oui, mais là en fait cette expérience j'ai pu la revivre à plusieurs reprises en fait, en travaillant sur moi et j'ai pu voir que j'étais accompagnée dans ce processus par des êtres de lumière et que c'était en fait une initiation. J'ai mis du temps à comprendre ça, que cet événement avait été une initiation et donc que c'était comme un processus de résurrection que je devais vivre à travers ça. Bon, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça en fait. On revient sur le moment où il y a une strangulation. Donc il y a quand même une coupure, on est d'accord ? Oui. Du noir. Oui. Parce que je sais de quoi vous parlez, donc j'ai vécu les deux choses. Donc du noir. Donc comment vous pouvez penser avoir été dans la lumière, puisque finalement c'est que les ténèbres, la strangulation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que justement lors d'un processus de régression, j'ai revécu en conscience le manque d'oxygène dans mon cerveau. Ça, je l'ai vécu. Précisément, je l'ai compris. J'ai vécu effectivement ce moment difficile où on traverse la mort, clairement. Et après, j'ai pas eu la conscience forcément que je remontais à la source. Je l'ai compris bien plus tard avec d'autres expériences que j'ai vécues, des rencontres que j'ai faites, en fait, tout simplement, et les capacités que j'ai pu déployer à travers cette expérience. Mais il m'a fallu 30 ans pour le comprendre, en fait. Et du coup, j'ai compris que cette expérience que je définissais comme au démarrage un moment un peu difficile quand même. Quand on a 10 ans, vivre ça, c'est pas simple. Ça a été en fait une opportunité pour basculer dans d'autres dimensions, en fait. Donc vous avez basculé à partir de ces 10 ans ? Oui, je pense qu'en fait, je revenais avec un potentiel, qu'il y a quelque chose qui s'est activé à travers cette expérience douloureuse et difficile, que j'ai mis quand même pendant très longtemps, j'ai mis du temps à intégrer ça quand même, et toute cette difficulté à redescendre dans la matière. Voilà, par contre, cet événement-là, il a occasionné un peu une expérience hors matière qui a fait qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse tout un travail de descente dans la matière. Et du coup, j'ai cette spécificité-là aussi de pouvoir aider les gens qui ont des difficultés d'incarnation, quand l'âme ne descend pas complètement dans la matière. Ça, je le repère aussi chez les gens.
On résume, à 10 ans, vous avez cette strangulation, vous êtes restée inconsciente? Oui, j'ai perdu connaissance, en fait. Je suis sortie de mon corps. Je suis morte, en fait, à ce moment-là. Et qui est-ce qui vous a retrouvé? Personne. Personne, en fait. Je suis redescendue dans la matière. Je suis revenue. Je suis revenue parce qu'en fait, j'ai revécu plusieurs fois cette expérience et j'ai essayé, suite à ça, parce que j'étais en souffrance pendant des années quand même, hein, et de repartir. Et à un moment donné, on m'a dit, enfin, des êtres m'ont dit de lumière, non, tu dois être en bas. C'est en bas qu'on a besoin de toi et tu dois œuvrer en bas. Donc après, c'est sûr que j'ai cherché à comprendre, à mettre du sens sur cet événement, à l'intégrer, parce que je l'intégrais pas du tout au démarrage, hein, et j'ai été vraiment en difficulté d'incarnation, je pourrais dire, même si j'avais ma place dans la société parce que je travaillais, j'avais un boulot, hein, concrètement, j'étais éducatrice spécialisée pendant 20 ans, mais au fond de moi, il y avait une quête de sens. Pourquoi j'avais vécu cet événement? Il y avait certainement une raison à ça, et ça, il a fallu que je le découvre en allant à l'intérieur, en fait. Et donc, vous en aviez parlé autour de vous, à vos parents? Au début, non. Non, mes parents, je leur ai dit 25 ans après. Personne n'a été au courant de cet événement. Je l'ai gardé en moi, en fait. J'ai développé, je pense, un système de survie énorme qui fait que ça m'a donné une grande force aussi. Et j'ai dit un jour à ma mère, cet événement, je crois que ça a été une grâce quelque part. Alors, on passe à vos 20 ans. À l'âge de 20 ans, vous faites des sorties hors du corps spontanées, vous vivez des événements où vous expérimentez la flexibilité du temps et bien d'autres choses encore. C'est quoi la flexibilité du temps, Cathy Taulois? Alors, en fait, à travers ces expériences, j'ai expérimenté la notion du temps qui peut soit se raccourcir ou soit au contraire s'étendre. C'est-à-dire que le temps est malléable. On sait aujourd'hui, hein, les scientifiques le disent, que la notion du temps telle qu'on la perçoit ici dans la 3e dimension n'est pas la notion, enfin le temps universel. Il y a je dirais qu'il y a une difficulté à comprendre ça ici avec notre cerveau. Mais quand on expérimente, qu'on fait des expérimentations spirituelles, on comprend qu'en fait c'est l'ici et maintenant, que le temps, c'est l'écoulement du temps, mais pas du tout à l'horizontale, mais à la verticale, et que le temps, on peut jouer sur le temps, c'est-à-dire qu'on peut faire des contractions de temps et on peut l'étendre. Il suffit en fait de demander et ça se fait spontanément. En fait, ça se fait très facilement finalement. Ça se fait peut-être pas tous les jours, mais bon, ça nous est tous arrivé à un moment de voir le temps comme s'il s'arrêtait, qu'on était hors temps. Ça arrive, oui. Alors, en 2013-2014, vous recevez des codes de lumière par des êtres qui vous transportent par votre corps de lumière dans un vaisseau. Alors, c'est pas votre corps physique qui part. Non, c'est pas mon corps. Ça voudrait dire qu'on a plusieurs corps. Oui, enfin pour moi, après c'est ma croyance à moi, on a le corps physique et on a tous les corps subtils. Et moi, là, à ce moment-là, je fais l'expérience à travers une vision et une élévation au niveau du corps de lumière, d'être transportée en fait. Transportée comme ça, d'un seul coup? Alors, c'était dans un contexte particulier. J'étais rentrée, je suivais à l'époque un maître indien. J'ai suivi un maître indien, ses enseignements pendant 8 ans en Inde, donc avec beaucoup de pratiques, de travail au niveau de la cellule. Et je rentrais en fait d'un voyage en Inde. C'était 2 mois après, donc j'étais partie en février et c'était 2 mois après que ça m'est arrivé. J'étais dans mon cabinet, à ce moment-là j'étais thérapeute. J'attendais quelqu'un qui était toujours à l'heure et je me suis dit c'est quand même étrange, cette personne n'est pas là. Je l'appelle et il me dit, je comprends pas, ça me ressemble pas d'oublier un rendez-vous comme ça. Et je raccroche et je me dis, c'est quand même étrange. Je trouvais ça bizarre quand je me dis, il va se passer quelque chose, c'est pas normal. Et en fait, à peine je me dis ça, j'ai été écrasée par une énergie mais hyper puissante. Donc il a fallu que je m'assoie. Et là, j'ai eu à peine le temps d'attraper en fait un papier pour pouvoir noter ce que je vivais, quoi. Donc j'ai été transportée effectivement. Donc une écriture automatique? En fait, j'ai noté avec un bout de papier et un stylo les informations que je recevais.
Donc, j'ai reçu en fait 9 codes de lumière. Et en fait, ça faisait il y avait comme des syllabes qui se déployaient et je faisais des assemblements de syllabes, des assemblages de syllabes et je savais que le nom, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai su que à chaque fois c'était juste et j'avais le nom des codes. Le nom est juste un mot à quoi ça correspondait en fait. Ça ressemble un peu au travail de Grabovoi. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, oui. Alors, est-ce que c'est pas aussi en lien avec ce que vous avez fait avec votre prof de yoga, en travaillant sur les chakras ou peut-être en faisant monter une kundalini ou non? Non, je pense pas parce qu'en fait, j'avais déjà des perceptions et des messages par des êtres de lumière. Et on m'avait demandé, il y a quelques années auparavant, de me former sur quelque chose de très précis, d'obtenir la maîtrise Reiki. Le symbole du maître en fait ma mère est maître de Reiki, donc j'avais demandé ça à ma mère et ma mère m'avait demandé mais pourquoi tu veux ça et je lui dis j'en sais rien, on me demande ça. Et en fait c'était pour avoir la maîtrise, pour pouvoir transmettre après ces codes, mais à l'époque je le savais pas. Oui, parce que dans le Reiki il y a des codes. Oui. Et puis c'est quand même basé sur une énergie universelle, une énergie qui vient d'ailleurs. Alors on reste un peu sur ces maîtres de lumière. La première fois que vous en avez vu un, racontez-nous comment vous avez pu savoir que c'en était un. Alors c'est une fréquence particulière. C'est l'amour en fait, tout simplement. Donc quand on est contacté par des maîtres ou des êtres de lumière, on sent. Enfin moi je sens la fréquence quoi. Et la tonalité, la vibration fait qu'on sait si c'est de la lumière ou si c'est pas de la lumière. Oui, d'accord, il vous contacte, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous appelle au téléphone? Comment ça se passe? En fait, c'est des ondes. Je reçois, en fait, c'est comme des ondes de forme. Ça peut être des fréquences, ça peut être de la géométrie sacrée, c'est des ondes de forme et des vibrations. Moi, je reçois, en fait, des informations sous forme de vibrations qui ensuite, arrivent dans le cerveau et sont retranscrites et ça se traduit par soit des mots, soit par des images, des visions. Et là, c'était en gros, là, c'était des symboles, en fait. Comme dans le Reiki. Comme dans le Reiki. Exactement. Là, c'est des symboles très particuliers, puisque c'est des symboles qui travaillent sur l'ADN quantique, en fait. Donc, le premier maître de lumière que vous avez vu, vous aviez à peu près quel âge? Une vingtaine d'années? Ouais. Oui, parce qu'en fait, ça a commencé très jeune, où j'avais des perceptions, j'avais des intuitions, mais à l'époque, j'avais pas la conscience, en fait. Il m'a fallu très longtemps avant de comprendre que les informations que je recevais, elles venaient pas de moi et que, à un moment donné, je me suis même demandé si j'hallucinais pas, quoi. Alors, on vous donne des codes qui restructurent l'ADN. Oui. Comment on vous dit que ça restructure l'ADN? Au début, on me dit rien, en fait. Je reçois ces 9 codes qui sont transfusés dans ma matière, un peu comme dans Matrix, quoi. Je vois un espèce de cube et dedans translucide avec des symboles, des réseaux, des formes géométriques. Et là, je vois qu'on on me les transfère, en fait. Donc moi, là, au démarrage, je comprends rien, hein. Il m'a fallu 1 an et demi avant de comprendre ce que j'avais reçu. Alors, c'est quoi? C'est des codes, genre code informatique ou des mots? Ou vous dites c'est des symboles, ça se dessine, ça... Alors, c'est des symboles, effectivement, que j'ai dessinés après pour les faire descendre dans la matière, pour leur donner une forme. J'ai peint, parce qu'en fait, quand je peins avec les mains et les fréquences sont redescendues et sont intégrées dans ma matière en les peignant. Donc, il fallait que je leur donne un support matériel pour qu'elles prennent... la mission, en fait, c'était de les transmettre aux personnes pour que l'ADN quantique, puisqu'on a une forme, on a une partie du génome, 3% du génome qui se situe dans la matière et 97% qui se situe hors matière. Et donc moi, je devais transmettre ces codes pour activer les 97% qui sont dormants, en fait. Les activer chez qui? Chez les personnes qui sont en demande d'évolution, qui sont en demande d'ouverture de conscience. Donc je présume que depuis le temps que vous avez activé des personnes, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont été activées? Alors il y a des personnes pour lesquelles ça a été difficile. Elles ont eu du mal à intégrer parce que ça réveille en fait des potentialités. Ça peut réveiller aussi des mémoires karmiques. Donc ça fait remonter à la surface en fait ce qui doit être nettoyé. Donc pour certaines, il y a eu des changements de vie incroyables.
Et pour d'autres, ça a été plus difficile parce qu'en fait, ça leur a demandé un travail intérieur intense. C'est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des thérapeutes, ça a déployé leurs capacités, leurs dons, qui étaient présents, qui étaient en latence, et puis qui se sont déployés, en fait. Alors, cette personne vient vous voir en fonction du problème qu'elle a. Vous prenez tel ou tel code? Non, en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est que je les donne, en fait, je les initie, les gens. Il y a tout un protocole. En fait, j'ai reçu un protocole avec. En fait, j'ai fait 1 an et demi de recherche là-dessus parce que quand j'ai reçu ces codes, je comprenais pas ce qu'on m'avait donné. Et quoi en faire? Et quoi en faire? Je savais pas ce que c'était. Et donc, il a fallu que je travaille avec. Donc, je me suis dit, on m'a donné ça, ok. Mais j'en fais quoi après? C'est bien gentil, c'est symbole, mais j'avais aucune explication. J'avais juste un mot. Donc, avec le mot, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches et en fait, j'ai compris que c'était un système épigénétique, donc qui travaillait vraiment en profondeur sur la cellule, dans la transformation cellulaire et qui activait ces 97% d'ADN qui sont dormants, qui sont en latence, qui sont en fait finalement dans l'invisible et dans le quantique, mais qui sont bien là et avec lesquels on doit se reconnecter, on reconnecte à notre potentiel intrinsèque. Voilà. Mais donc chaque code a une fonction. Il y en a qui travaillent sur les gènes, donc il a fallu que je fasse des recherches sur les gènes. Et après, il y en a qui travaillent sur la télomérase, donc c'est une enzyme qui est au bout des télomères. Donc il a fallu que je fasse des recherches scientifiques. J'étais pas scientifique du tout et à un moment donné, je me suis un peu rebellée, quoi. Je leur ai dit, mais je comprends pas du tout pourquoi vous m'avez transmis ça. Et en fait, ils m'ont répondu qu'ils m'avaient transmis ça parce qu'en fait, j'avais la capacité de travailler sur les différents corps et de percevoir les ondes. Et en fait, ce qu'ils me demandaient, c'était juste de transmettre les vibrations, l'information, en fait. C'est une information. Et donc, les personnes reçoivent cette information. Il y a des protocoles qui sont descendus après et ils travaillent avec ces protocoles. Voilà. Donc après, les gens ont une responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes et ils sont autonomes dans leur processus d'évolution. ADN, c'est eux qui vous ont dit qu'il fallait travailler sur l'ADN ou c'est vous qui l'avez découvert? Non, je l'ai découvert en fait. Pendant 1 an et demi, ça a été des recherches, un travail personnel. Je les ai testés sur moi, ces codes. J'ai pu mesurer l'impact que ça pouvait avoir sur moi, sur mon évolution. Et sur votre physique? Sur mon physique, oui. Oui, parce qu'en fait, c'était au démarrage, je servais vraiment de transformateur. C'est une énergie très puissante, mais c'est une énergie de 5e dimension, donc elle est très subtile. Et donc, il a fallu au démarrage que je la perçoive, cette énergie, parce qu'on est dans la 3e dimension. C'est une énergie de 5e dimension et qui parfois n'est pas palpable. Et donc, du coup, il a vraiment fallu que j'intègre cette énergie pour pouvoir la transmettre. Je peux pas transmettre quelque chose que j'ai pas intégré, en fait. Donc, il a fallu que je fasse tout le travail d'intégration. Ça m'a pris 1 an et demi. C'est pour ça que je dis, en fait, il a fallu que je comprenne. Mais j'ai compris, finalement, une fois que j'avais intégré l'énergie. J'ai compris comment se faisait le processus d'évolution. C'est qu'on reçoit une information, la cellule va traiter l'information, et ensuite, avec cette information, il va y avoir une élévation de conscience, et après, il y a prise de conscience. Et c'est là que j'ai compris ce que j'avais reçu, et je me suis dit, mais c'est énorme ce qu'ils m'ont donné, en fait. IDFM 98 de la Bande FM au-delà du miroir. Ce soir, nous sommes avec Cathy Tolois, cette éveilleuse de conscience qui nous parle de nos codes ADN et d'une reprogrammation tissulaire peut-être, mais aussi cellulaire sûrement. Cathy, vous dites que c'est souvent sous nos failles qu'il faut travailler. En fait, je dis que c'est à partir de la faille que se révèle le plus grand potentiel. Le potentiel. Oui. C'est souvent à l'endroit de la faille qu'il y a une pépite, en fait. La pépite du potentiel. Mais ça, souvent, d'abord, on contacte la faille, la souffrance, et derrière, il y a la révélation. Alors justement, vous dites que vous étiez thérapeute au moment où vous avez reçu ces codes. Vous faisiez quoi comme thérapie à l'époque? Je faisais de la thérapie cellulaire, c'est-à-dire que j'allais décoder ce qui se passait pour les gens. Ils venaient avec une demande précise parce qu'il y avait des difficultés. Ça pouvait être d'ordre de confiance en soi ou d'autres choses.
et j'allais regarder ce qui se passe. En fait, j'avais par exemple une dame qui est arrivée un jour en me disant « Vous allez me prendre pour une folle. J'ai des bleus partout dans le corps. Je me réveille le matin, je suis couverte de bleus. » Elle dit comme si on m'avait roué de coups. Elle dit « Je comprends pas. » Et donc, je me connectais, je regardais à distance. En fait, je touchais pas les gens. Je travaillais avec le souffle. Et là, je lui dis « Non, vous n'êtes pas folle. Vous avez été lapidée dans une vie antérieure. » Et en soufflant, je libère la mémoire, l'information. Et là, elle est revenue après et elle m'a dit « J'ai plus rien. » Il y avait vous faisiez de la régression, non? Hypnose ou non? Non, du tout. En fait, les gens étaient allongés sur une table de massage. Ils venaient pour une problématique particulière et je me connectais, je fermais les yeux, je regardais, je lisais. Je lis le champ d'information cellulaire. J'ai cette capacité-là. Et du coup, je regardais et après, quand je trouvais l'information à l'origine du problème, après, je travaillais avec le souffle et je libérais. Donc, une sorte de décodage. Vous aviez fait une formation? Non, c'est un don. J'ai juste été initiée au Reiki il y a une 20aine d'années. Et suite à ça, les dons se sont déployés. Quand on a une mère qui est déjà maître de Reiki, ça doit aider, non? Oui, ça aide, c'est sûr. Alors, on repart sur ces êtres de lumière. Ils nous veulent du bien? Il y en a qui veulent du bien, d'autres qui sont moins bienveillants. Il y a les deux, en fait. Il y a les deux types dans l'univers. Alors, comment savoir si vous encodez pas des choses malveillantes? C'est la fréquence. J'ai été contactée par des êtres malveillants, mais je leur rappelle qu'il y a des lois universelles et que dans ces lois universelles, il y a le libre arbitre et qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans certaines situations si la personne n'est pas d'accord. Et donc, quand on leur rappelle ça, ils s'en vont, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, comment vous pensez qu'ils sont malveillants? C'est-à-dire qu'ils feraient plus de mal à la personne ou... C'est des fréquences, en fait. C'est des fréquences particulières. L'amour inconditionnel, on le ressent. Et l'inverse aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être soignées avec pas l'amour, mais l'autre fréquence, peut-être. Non? Après, vous êtes jamais posé la question? Disons que là, moi, je contacte des êtres de lumière, donc la question, je suis pas spécialisée avec les êtres prédateurs ou ces êtres-là. J'ai pu être approchée par des êtres comme ça, mais voilà, moi, je leur rappelle les lois universelles et du coup, ils s'en vont, quoi. Ça m'est arrivé à quelques reprises, voilà, mais ils viennent chercher certaines informations qui me sont données, mais voilà, ils sont en mode un peu furtif, quoi. Ils se montrent pas toujours, quoi, mais je ressens. À ce moment-là, je peux percevoir qu'il y a une fréquence. Pour moi, c'est une fréquence dissonante et du coup, je leur dis, non, là, c'est pas ok. Voilà, et à ce moment-là, ils se montrent et je leur dis, non, là, c'est pas aligné, c'est pas aligné. Donc, ils s'en vont dans ces cas-là. Est-ce que ça vient pas aussi des personnes qui viennent vous voir, qui elles sont pas alignées non plus, puis qui pourraient avoir tout un tas de fréquences négatives chez elles? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis c'est aussi des karmas. C'est des actes qu'on a posés dans d'autres vies qui génèrent des réactions. Est-ce que les karmas sont les failles? Bonne question. Est-ce que les karmas sont les failles? Je sais pas. Oui, certainement. En tout cas, il y a des effets de résonance dans notre vie présente sur des actes qu'on a posés dans le passé. Après, je pense que c'est aussi une opportunité de pouvoir évoluer. L'âme, elle se pose pas en termes de bien ou de mal, contrairement à nous, mais en termes d'évolution. Donc, nos karmas sont des potentialités d'évolution. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. Quand vous faites un soin, est-ce que vous appelez ces êtres de lumière ou est-ce que vous vous contentez d'activer ou de désactiver avec les codes que vous avez reçus? Je travaille jamais toute seule, en fait. Je me mets dans des pyramides de protection. J'appelle les êtres, en fait, qui m'ont donné ces codes. Ils sont toujours présents et il y a même d'autres êtres de lumière qui se présentent spontanément. Je me pose des protections. Enfin, voilà, je pose tout un tas de choses pour pouvoir œuvrer et ensuite les êtres qui sont
disponibles à ce moment-là, ils viennent. Mais il y a toujours ces êtres-là qui sont à l'origine de ce système, finalement, de ces codes. D'autres codes m'ont été donnés 1 an après. Donc, je travaille actuellement dessus. Donc, vous en êtes à combien de codes maintenant? Au total, j'ai reçu... première série, j'ai reçu 26 codes. Donc, ceux-là, il faut que je travaille dessus. Pour l'instant, j'ai rien fait. Ensuite, j'ai eu les 9 codes qui activent l'ADN. J'ai eu ensuite 9 autres codes qui travaillent sur le système endocrinien. En fait, c'est de la médecine quantique. Mais tout ça, ça me demande un travail de recherche énorme parce qu'en fait, je suis pas scientifique, je suis pas médecin à la base, mais je fais des recherches pour comprendre ce que je reçois. Ces codes, vous les envoyez par la pensée, comme fait Grabovoi dans des boules de lumière sur la personne qui est en face de vous? Comment ça se passe? Je touche en fait les gens. Je touche et je travaille avec le souffle. Donc j'active avec le souffle. À travers mon souffle, l'information descend et je touche les gens pour les activer sur à certains points. Sur la tête, sur le cœur, les pieds et les genoux et les mains. Ou alors vous scannez pour regarder où il y a les fameuses failles? Je sens de toute façon quand j'ai les mains posées sur les gens, je sens ce qui se passe et là où c'est problématique. Je les ai données par exemple au mois de novembre. J'ai posé les mains sur une des personnes du groupe et là, j'ai senti exactement ce qui se passait et je lui ai exprimé ce que j'avais ressenti. Et en fait, là, à ce moment-là, elle s'est effondrée en pleurs. Elle m'a dit, tu viens de mettre les mots sur ce que je ne comprenais pas. Et du coup, ça l'a aidé. Bah oui, parce que la faille, c'est pas... s'il y a une faille, c'est justement le plus difficile à trouver. Après... je pense que la faille, vraiment, c'est une source de révélation pour soi, mais souvent, on la contacte dans la souffrance. Oui, puis c'est une fêlure, on a peur que ça casse un peu plus. Oui. C'est ça. On a l'impression que ça va nous casser un peu plus. C'est ça, et la personne m'a dit, mais en fait, tu viens de me faire comprendre. Elle avait eu un cancer, en fait, cette personne, et elle ne comprenait pas pourquoi elle avait eu un cancer. Et ce que je lui ai dit, ce que je recevais et ce que je percevais, eh bien, elle m'a dit, je viens de comprendre ce que je viens de traverser. On n'est peut-être pas obligé d'attendre d'avoir un cancer pour se poser la question. Non. Alors, vous avez des stages, c'est-à-dire vous formez des gens? J'ai des ateliers où je transmets ces codes. Je ne peux pas dire que je forme, je transmets. Je donne les protocoles aux gens et après, les gens ont la responsabilité de travailler. Je dis bien la responsabilité parce que avoir des codes comme ça, j'ai compris en fait que c'était un cadeau qui avait été donné et ils m'ont dit vraiment chacun est responsable de son évolution. On peut pas travailler pour les autres. Tu as juste à transmettre et après les gens sont autonomes dans leur processus. Une fois qu'ils reçoivent le code, ils doivent se l'appliquer à eux-mêmes. Ils doivent l'activer pendant 11 jours. Et l'activation, ça consiste à visualiser. Ils doivent poser les mains à différents endroits et réciter des protocoles d'activation. Un peu comme dans le Reiki. Alors, c'est différent du Reiki parce que le Reiki, il n'y a pas de protocole d'activation. C'est des phrases, en fait. C'est des phrases qui activent l'ADN. Et du coup, là, ça active le code. Alors que dans le Reiki, on va poser les mains sur soi et c'est tout. Après, au 2e degré, au 2e degré, il y a des codes aussi, mais il n'y a pas forcément de protocole d'activation. C'est complètement différent. C'est pas du tout la même énergie, en fait. Une fois que les gens sont activés, est-ce qu'ils doivent continuer à s'activer ou est-ce qu'ils peuvent penser à autre chose? Alors, ou est-ce que c'est une hygiène de vie? Je dirais que c'est une hygiène de vie et ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Parce que plus on va travailler sur soi, forcément, plus il y aura d'évolution et plus il y aura de transformation intérieure. Donc après, on n'est pas obligé de le faire continuellement. Il y a 9 codes, donc il y a 11 jours par code, donc ça fait déjà 3 mois d'activation. Et ensuite, après, on peut faire une pause parce que c'est très puissant. Donc forcément, faire ça au quotidien, continuellement. Il y en a qui l'ont fait. Il y a une personne, elle me dit, je suis transformée. Mais elle se les est appropriées. Combien de temps par jour il faut? Alors ça dépend des protocoles et des codes, parce qu'il y en a qui sont très rapides et d'autres qui sont beaucoup plus longs.
Donc, la moyenne, je dirais, faut au moins, à mon avis, 40 minutes par jour. Oui. Et certains m'ont dit que ça les avait aidés à se poser, ça les avait aidés à s'octroyer du temps pour eux dans un quotidien qui est difficile ou qui peut être, on est pris par la vie courante et que ça les avait obligés à revenir à eux-mêmes. Un peu comme la méditation. Oui. Où on est obligé de décrocher. C'est ça. Alors, vous dites que ce sont des codes qui travaillent sur le système endocrinien, c'est de la médecine quantique, mais vous avez aussi ingéré du matériel extraterrestre lors d'une rencontre improbable avec un Chilien dépositaire de la tradition lémurienne qui lui a été transmis par la dernière grande prêtresse de l'île de Pâques. Il vous a donné des microbilles translucides dorées par des extraterrestres. Là, ça paraît complètement fou. Là, ça paraît dingue. Effectivement, c'était un ami. J'avais un ami français qui vivait au Chili et qui a fait la rencontre donc de Marcos, de ce Chilien qui a reçu tous les enseignements de la dernière grande prêtresse, qui lui a transmis tout ce qu'elle savait autour de la grille lémurienne. Et il se trouve qu'en fait, ce Chilien était ami avec un ufologue. Et lors d'une émission au Chili, cet ami lui a demandé de s'occuper du standard. En fait, il lui a dit, moi, je passe sur une émission et est-ce que tu peux t'occuper du standard si jamais il y a des questions? Et donc, il a dit OK, Marcos. Et à l'issue, en fait, de cette émission, il y a un chauffeur de taxi qui l'a contacté en lui expliquant ce qu'il venait de vivre. Il avait pris 2 individus dans un taxi au Chili. Ces 2 individus étaient très particuliers. Ils avaient une marque au front, comme un tampon qui était enfoncé au niveau du front. Ils avaient tous les 2 la même marque. Et quand ils sont descendus, donc il les a amenés à destination. Et quand ils sont descendus du taxi, il s'est retourné et derrière, il y avait une espèce de ligne translucide fluorescente sur le siège arrière. Donc, ce chauffeur de taxi a ramassé ces espèces de microbilles et il est rentré chez lui, il a allumé la télé et il a vu cette émission avec ce numéro de téléphone et il a appelé. C'était Marcos qui donc répondait au téléphone et ce chauffeur lui a dit je t'amène ce que j'ai trouvé dans mon taxi. Donc, il a réceptionné ces microbilles. Avec son ami ufologue, ils sont allés dans un labo faire examiner ce que c'était. Les scientifiques leur ont dit, écoutez, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun élément périodique de la table de chimie, des éléments connus, en tout cas sur Terre. Et c'est pas terrestre, quoi. Et donc, ces 2 personnes ensuite sont revenues, ont recontacté le chauffeur de taxi en lui disant que c'était Marcos qui était dépositaire de ce matériel et que ça servait à décontaminer les eaux terrestres. Mais que comme il n'y avait pas trop de danger, les personnes pouvaient ingérer ce matériel et que ça allait provoquer des transformations au niveau de l'ADN. Vous en avez avalé combien? 4 microbilles. Au démarrage, la première fois, j'en ai ingéré 3. Je suis rentrée chez moi et je me suis mis dans mon lit et là j'ai senti qu'il se passait des choses au niveau de mon corps physique et qu'il y avait des transformations, transmutations cellulaires qui s'opéraient. Et je l'ai revu il y a 2 ans et j'en ai repris. Il m'en a redonné une. Il en a encore beaucoup de ces microbilles? Il en a peu. Il y a à peu près de 200 personnes qui en ont ingéré. Et ça provoque en fait des changements cellulaires intenses. Ça travaille sur l'ADN en fait. Physiquement, vous avez changé? Physiquement, l'apparence physique, non. Intérieurement, oui. Ça m'a provoqué une élévation de conscience. Vous êtes courageuse quand même, hein, parce que vous ne saviez pas trop ce que vous étiez en train d'ingérer. Non, mais je savais. En fait, mes guides étaient là et au démarrage, Marcos m'a donné une bille et je lui ai dit non, il m'en faut 3. Il m'a dit 3, mais c'est impossible. Il m'a dit, là, tu vas exploser. Et je lui ai dit, je te jure, il m'en faut 3. Et il a interrogé ses guides. Ses guides lui ont dit, oui, il lui en faut 3. Et je crois qu'en fait, il me fallait 3 pour intégrer ce que j'allais intégrer plus tard, ces codes de lumière. Ça, c'était avant, ça, alors? C'était avant. Peut-être que les codes étaient dans les billes. Hein. Peut-être. Qui sait? Peut-être.
Non, faut quand même courir un peu parce que ça. Alors, c'est quoi cette grande prêtresse de l'île de Pâques? Il n'y a plus de Lémuriens là-bas. Il n'y a plus personne qui peut donner un enseignement. Les Pasquans, en fait, sont des descendants des Polynésiens. C'est des Polynésiens à la base qui se sont déplacés en Polynésie et à Hawaï surtout, c'est tout le continent lémurien. Et donc ils se sont déplacés puisque c'était des navigateurs et ils sont arrivés sur l'île de Pâques. Donc ils ont amené avec eux toutes leurs connaissances. Et les Lémuriens sont reliés en fait aux Pléiadiens. Et donc, avec toute la connaissance des Pléiadiens, et les Pléiadiens sont des généticiens, entre autres. Et les Anunnaki aussi, paraît-il. Enfin, oui. Il y a quand même pas mal Et les Terriens aussi deviennent des généticiens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on travaille beaucoup en ce moment. Là, il y a le Téléthon, je crois, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est génétique. Oui, ils font des recherches sur les maladies orphelines. Et après... on est alors les codes de lumière là, on n'est pas sur de la mutation génétique, ce qui est différent. On est sur de l'épigénétique. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a une transformation vibratoire énergétique de la structure. Donc on sait aujourd'hui avec l'épigénétique qu'on a la capacité d'influencer nos gènes, l'expression de nos gènes, et c'est la grande différence avec la mutation génétique, où il y a une modification de la structure de l'ADN, ce qui n'est pas le cas dans l'épigénétique. Il y a une modification vibratoire et l'expression du gène, donc on peut allumer et éteindre des gènes, mais dans la mutation génétique, il y a une modification de l'ADN. Et c'est la problématique qu'on retrouve dans toutes les maladies orphelines, en fait. Oui, et dans la thérapie aussi génique. Il y a une altération de la structure de l'ADN. Dans cet au-delà du miroir, nous retrouvons pour cette dernière partie d'émission sur l'antenne d'IDFM Cathy Taulois, qui est veilleuse de conscience et qui est douée de capacités extrasensorielles pour nous reprogrammer, pour aller chercher dans nos ADN toutes ces parties qui ne fonctionnent pas et peut-être les activer. On a besoin d'activation en ce moment, Cathy Taulois. On a vraiment besoin d'être activé en ce moment. Disons que les énergies planétaires évoluent et elles augmentent. Il y a un grand changement. On le voit d'ailleurs avec tout ce qui se passe sur la planète, tous les mouvements. Et donc, ça va avec le processus d'évolution, en fait, je dirais. Alors, quand vous activez ces codes, est-ce que les personnes ont une sorte de vibration ou vous dites que vous leur donnez des protocoles pour qu'elles travaillent chez elles? Est-ce qu'elles ressentent un niveau vibratoire ou est-ce qu'elles ressentent, quand les codes s'activent, est-ce qu'elles ressentent quelque chose de physique? Oui, les gens en séance sentent les vibrations qui descendent. Ça peut faire monter des émotions. C'est très variable d'une personne à l'autre, mais les personnes, certaines au démarrage me disent je sens de la chaleur ou je ressens du froid. Ou il y en a d'autres qui se mettent à pleurer, ou d'autres ne ressentent rien au démarrage. Et puis c'est subtil. Donc ça dépend où en est la personne dans son processus d'évolution. Plus la personne, je dirais, a travaillé en énergétique, en vibratoire et a commencé un processus d'évolution intérieure, plus elle va être réceptive à ces énergies. Pourquoi 90 jours? Alors ça, c'est 11 jours, c'est ce qui m'a été donné. 11 fois 3. 11 fois 9. Oui, 11 fois 9. 99. Et le 100e jour, qu'est-ce qui se passe? On décolle. On décolle. Non, je plaisante. Alors, les êtres de lumière, vous en avez parlé, mais vous avez rencontré aussi des extraterrestres? Parce que là, vous parliez tout à l'heure des Pléiadiens. Non. Au niveau de l'ufologie, vous n'êtes pas trop... Non. Après, les êtres de lumière, pour moi, c'est des extraterrestres. C'est des extraterrestres, certains. J'ai des Pléiadiens, des êtres de Vega de la Lyre, des êtres de Sirius, d'Orion, d'autres planètes encore plus loin qui se présentent. Pour moi, ça, c'est des extraterrestres. Ils ne vivent pas sur Terre. Ils sont extraterres. Ils se présentent comment? Toujours au niveau vibratoire?
Oui, pour moi, c'est vibratoire. Certains, ça va être, ils vont avoir des visions, ils vont les voir. Ça m'arrive de voir physiquement, mais c'est plus des perceptions vibratoires des ondes, en fait, des longueurs d'onde que je reçois. Je suis très réceptive aux ondes. 98 de la bande FM. Alors, des ondes. Donc, les Pléiades ont une onde, Orion a une onde, Sirius a une onde. Oui, ils ont des fréquences complètement différentes et des missions d'âme différentes. C'est des missions de groupe, c'est des groupes d'âmes et en fonction de qui on est, on reçoit pas tous les mêmes informations. On a des informations complètement différentes les uns des autres, les travailleurs de lumière. Donc, certains vont recevoir plutôt des ondes de forme, d'autres vont recevoir de la géométrie sacrée. Grabovoi, il a reçu des chiffres, des suites de chiffres. Voilà, c'est de l'information. C'est des systèmes informationnels universels. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait que certains viennent de certaines planètes? Je sais pas, vous venez d'où? Les Pléiades? Je viens d'une planète qui a été détruite dans un autre système solaire. Elle n'existe plus aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Andrizoria. D'accord. J'ai eu l'information il y a quelques années en arrière. Et de l'histoire, j'ai vu en fait ce qui était arrivé à ma planète et qui j'étais sur cette planète. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été détruite puisque dans l'univers, il y a des forces involutives et des forces évolutives et elle a été détruite par des forces involutives. De quelle manière? Elle a explosé sous forme atomique en fait. C'était des explosions, une explosion atomique. Elle s'est désintégrée. À force d'aller vers l'infiniment petit, on finit par ne plus rien être. On est de l'onde en fait. La matière... sous forme, quand les physiciens, les physiciens quantiques expliquent la double nature des particules. Il y a à la fois la matière et l'onde. Donc, quand la matière explose, il reste plus que de la vibration et des ondes. Oui, mais on n'a pas tué l'esprit. Non. Donc ça ne meurt jamais. Cette planète dont j'ai oublié le nom, Andrézoria, elle était très loin de chez nous. Oui, elle était dans d'autres systèmes stellaires. Et entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai traversé, je suis passée par Vénus, ça c'est sûr. Je pense que je suis aussi passée par les Pléiades. Après, j'ai pas plus d'informations que ça. Et vous allez aller vers où? J'en sais rien. Je sais pas, en fait. On n'a pas le droit de choisir la destination? Non, je sais pas. En fait, c'est le voyage de l'âme. Et ce qui m'est réservé par la suite, je sais pas. C'est un processus d'évolution. Je pense que je suis venue ici pour continuer le voyage de mon âme. Et je repartirai et je reviendrai peut-être, je me réincarnerai peut-être ici pour évoluer à nouveau. D'accord, donc les gens qui viennent vous voir, ils travaillent sur leur ADN. On vous retrouve comment? J'ai un site internet à mon nom. Cathy. Tholois.fr. Tholois, THOLOIS.fr. On vous retrouve sur Facebook aussi. Facebook. Voilà. On vous retrouve sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos. Vous faites du boulot déjà. Oui. Vous avez donné des conférences. Oui, j'ai fait des conférences. J'ai travaillé 2 ans et demi sur plusieurs chaînes. Et aujourd'hui, maintenant, je travaille seule. Voilà. Donc, après, je continue d'intervenir sur certaines chaînes de Web TV. Mais je travaille essentiellement maintenant pour moi. Donc les gens qui vont sur ces web télé, qui vous regardent en direct, comme ça, ils travaillent en même temps que vous? Ils reçoivent de l'énergie, des fréquences. Et du coup, ça provoque des changements. J'ai pas mal de témoignages en ce moment, puisque j'ai commencé un programme en septembre qui va se finir là, fin décembre, sur 3 mois. Et ça a été à raison d'un webinaire par semaine. Et là, j'ai des témoignages de gens qui me disent « Je suis complètement transformée ». Dans le bon sens? Dans le bon sens. Des gens qui changent de vie, des gens qui commencent à comprendre ce qui se passe pour eux. Ça fait sens, ça donne du sens à leur vie et ça met de la conscience dans leur vie et ils prennent conscience de ce qui ne va pas ou de ce qu'il faut changer. Il se passe il y a des répercussions dans leur vie. Comment vous pourriez appeler ça? Un éveil de conscience. Ils vivent
une révélation personnelle. Ça dépend ce que chacun vient chercher. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont besoin de se connecter à un ailleurs parce que leur réalité, elle est difficile. D'autres ont vraiment envie d'évoluer. Chaque personne arrive avec des motivations complètement différentes. Donc, après, chacun, je pense, vit l'évolution en fonction de là où il en est et de ce qu'il attend. Pour certains, parfois, certains me disent « il ne s'est rien passé ». Et puis finalement, des fois, en discutant avec eux, ils n'avaient pas perçu le changement et ils disent « ah oui, mais là, effectivement, je me positionne plus du tout de la même manière ». Mais c'était tellement subtil qu'ils n'avaient pas conscientisé le changement. Est-ce qu'ils travaillent sur un objectif ou est-ce qu'ils laissent venir ? Oui, certains travaillent sur un objectif précis, d'autres laissent venir. En fait, c'est des gens complètement différents, donc il n'y a pas... moi, je traite avec des gens qui sont complètement différents les uns les autres. Et que vous ne voyez pas, puisque ça se passe par les webinaires, vous êtes chez vous, vous ne voyez pas ce qui est de l'autre côté de l'écran. Alors, quand je suis chez moi sur les webinaires, non, mais les codes, je ne les donne qu'en présentiel. C'est-à-dire que vous faites un Skype ou quelque chose ou... Non, je fais que du présentiel, c'est-à-dire que c'est un séminaire sur un week-end. Et là, les gens, je suis avec eux et je les touche physiquement. Je les active parce qu'en fait, j'active les codes dans l'anatomie vibratoire des personnes. Et là, je les touche vraiment physiquement. C'est un travail qui est complètement différent, l'activation des codes et ce que je fais en ligne. C'est pas du tout la même chose. C'est deux travails complémentaires, complètement différents. Une fois que la personne est activée, est-ce que si ça lui plaît pas, elle peut se faire désactiver ? J'adore. Ouais, alors ça, j'aime bien ce genre de questions. C'est rare que les gens soient pas contents. Parce qu'en fait, ils changent, ils évoluent en bien. Donc, j'ai jamais eu de retour négatif, en fait. Mais sinon, ce serait possible. Oui, ça serait possible, peut-être, j'en sais rien, mais c'est compliqué parce que une information, dès qu'elle est installée dans la cellule, c'est comme la cellule, c'est comme une clé USB, elle va télécharger l'information. Donc, on peut plus l'effacer. Ouais. Si, on peut effacer les informations. On peut les effacer, c'est vibratoire, donc on peut les effacer. Et ça provoque un changement cellulaire. Donc, la cellule, elle intègre l'information et en général, elle se calibre sur une énergie plus haute. Donc, elle change. La personne va monter en vibration, donc forcément, elle va monter en conscience. Vous dites que c'est un peu un travail alchimique. Oui, parce que l'alchimiste, il transformait la matière, le plomb en or. Et nous, notre rôle, et on est venu pour ça, dans ce processus d'évolution qui est planétaire et, je dirais, universel, c'est de transformer notre plomb, nos mémoires, en or. On parle de l'âge d'or. Les Mayas parlaient de l'âge d'or, l'avènement de l'âge d'or, et en fait, on est complètement là-dedans. Les hindous aussi. Hein. Voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose de la transformation, de la transmutation cellulaire. Et pour moi, c'est vraiment le travail de l'alchimiste. C'est pas la petite bille dorée que vous avez été chercher là-bas Elle m'a été donnée. En fait, je me suis pas posé la question. Quand on m'a proposé ça, j'ai dit oui, j'y vais. À aucun moment, je me suis dit qu'il allait m'arriver quelque chose de grave. Ça aurait pu être une pastille de LSD ou... Ça aurait pu être... j'aurais pu me transformer dans je sais pas quoi. Et à aucun moment... J'étais dans la confiance parce que la personne qui me l'a donné, il était dans l'amour. Et donc, c'est ça le moteur pour moi. C'est à ça que je vibre. Donc, si la personne n'avait pas eu cette fréquence-là, j'aurais pas pris la bille. Vous le regrettez pas? Ah non, du tout. On va rappeler votre nom. Cathy, C-A-T-H-Y, Tolois, T-H-O-2-L-O-I-S. Vous repartez sur Marseille. Oui. Vous avez un cabinet là-bas? J'ai plus de cabinet. Je travaille maintenant en groupe. Je fais beaucoup de groupes puisque là, je mets les codes. On m'a demandé, je voulais pas le faire et les êtres de lumière sont revenus en me disant tu fais quoi? Bah rien. Bah non, justement, il faut que tu transmettes ça. On te les a donnés, mais il faut que tu les partages, tu les donnes et voilà. Donc je fais ça et je fais du webinaire. J'ai fermé mon cabinet pour me consacrer à ça, puisque ce qu'on me demandait c'était ça et ça m'a demandé un travail sur moi parce que j'étais très bien dans mon cabinet, j'étais planquée.
J'avais pas du tout envie de faire des ateliers de groupe. Et à un moment donné, on m'a dit, bon, bah, c'est bien, là, ça fait 10 ans maintenant que tu fais du cabinet. Donc là, tu vas passer à autre chose. Tu fais autre chose. Vous avez fait un rêve. Voilà. À très bientôt, Cathy Taulois. Merci d'être passée sur l'antenne du DFM, sur le 98 de la bande FM. Merci, Joël. Et retournez bien à Marseille, sans problème. Merci beaucoup, Cathy. Merci. IDFM 98 de la bande FM, au-delà du miroir. Chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin.